Avertissement majeur vient de Moscou. Maria Zakharova accuse l'Occident de franchir une nouvelle étape dans la confrontation avec la Russie. Ukraine, ONU, sanctions, Europe. Le Kremlin expose sa vision d'un monde en pleine bascule. Écoutons son discours. On s'abonne, on like, on commente et on partage aussi ce que nous vous donnons ici est important comme contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo attentivement, je vous en prie. Bonjour, je vous souhaite à tous la bienvenue à notre point de presse hebdomadaire au centre de presse du ministère des Affaires étrangères. Nous commençons par l'agenda du ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov. Le 19 juin, le chef de la diplomatie russe tiendra des négociations avec le ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, qui effectuera une visite de travail à Moscou. Au cours de la rencontre, il est prévu de discuter de l'état actuel et des perspectives de développement des relations bilatérales traditionnellement amicales, de définir des mesures pratiques pour renforcer davantage le dialogue politique et les contacts dans divers domaines, et d'accroître la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines commercial, économique, humanitaire et autres. Un échange de vues aura également lieu sur des questions d'actualité régionale et internationale présentant un intérêt mutuel, en mettant l'accent sur l'interaction avec l'Organisation des Nations Unies et sur d'autres plateformes multilatérales internationales. Le 22 juin, le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov, rencontrera à Moscou l'ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Équateur et présidente de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Maria Fernanda Espinosa. Je le rappelle, elle représente, je le répète, l'Équateur dans le cadre de sa candidature au poste de chef de l'Organisation des Nations Unies. Le ministre exposera en détail les critères principaux auxquels doit répondre un candidat au poste de secrétaire général de l'ONU. Je rappelle les exigences clés: le respect non sélectif des principes de la Charte de l'Organisation mondiale, la conduite d'une ligne équidistante et la volonté de contribuer à jeter des ponts entre les États membres, ainsi que la lutte contre ce qu'on appelle la privatisation du secrétariat de l'ONU par les représentants du collectif occidental. Nous nous attendons à ce que Maria Fernanda Espinosa partage sa vision du fonctionnement de l'ONU à l'étape actuelle et parle de sa vision des perspectives de réforme de l'organisation. Une attention particulière sera accordée aux approches des candidats au poste suprême de l'ONU concernant le règlement des situations de crise à l'ordre du jour international. En premier lieu, bien sûr, la situation autour de l'Ukraine nous intéresse. Et le 23 juin, l'Académie diplomatique Jomomètre Rossiya organisera la 12e table ronde pour le corps diplomatique de Moscou. Plus de 110 ambassadeurs des pays de la majorité mondiale et des représentants d'organisations internationales sont invités à l'événement. Le thème de la rencontre, la crise ukrainienne. Les véritables objectifs et le rôle de l'Occident. Le chef de la diplomatie russe interviendra à cette table ronde. Il présentera les faits qui démontrent le véritable rôle des pays occidentaux dans l'émergence et le développement de la crise ukrainienne et ses véritables objectifs. Nous comptons sur un échange de vues traditionnellement confiant et constructif sur les questions ukrainiennes et autres sujets d'actualité de l'ordre du jour international dans le cadre de cet événement. Et le 24 juin, le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov, participera au forum scientifique et d'experts annuel Lecture Primakov. Le thème de la prochaine 12e rencontre, un monde sans règles. Le jeu de la force. Et il est très important de mettre un point d'interrogation ici. En effet, tout le monde voit comment un groupe de pays qui s'est autoproclamé l'arbitre du destin de toute l'humanité, avec un enthousiasme et une obstination dignes d'une meilleure cause, tente littéralement de déformer le système des normes, droits, règles et institutions internationales écrites et non écrites bâties au cours des dernières décennies. Dans quelle phase se trouve ce processus, où mènent les actions de l'Occident et quel pourrait être l'ordre du jour constructif de la majorité mondiale? Voilà toutes les questions auxquelles les participants du forum tenteront de répondre. Par conséquent, suivez nos comptes sur les réseaux sociaux et notre site web, où l'intervention du ministre sera diffusée, et vous y trouverez également la transcription de son discours. Passons à l'actualité internationale et à la situation autour de l'Ukraine. Le régime néo-nazi de Kiev, avec le soutien de ses tuteurs, poursuit sa terreur contre la population civile paisible et les infrastructures civiles de notre pays. Au cours de la semaine écoulée, 254 personnes ont souffert des actions des militants des forces armées ukrainiennes, faux, dont 29 citoyens russes ont été tués, y compris un enfant, et 225 ont été blessés, dont 12 enfants et adolescents. Je vais citer quelques faits pour que, là-bas, à l'étranger, ceux qui prennent des décisions sur le camp de l'histoire à choisir et s'ils doivent continuer, par exemple, à soutenir le régime de Kiev, sachent où va cet argent. Région de Belgorod, du 10 au 17 juin, à la suite de frappes des faux, y compris contre un bus de passagers, 3 personnes ont été tuées et plus de 50 blessées. Parmi elles,
une fillette de 9 mois et 2 enfants de 5 et 13 ans. Région de Briansk, du 10 au 17 juin, à la suite de frappes de drones ennemis, 9 personnes ont été tuées et 22 blessées, dont un garçon de 5 ans, un jeune homme de 16 ans et une équipe d'ambulance de 3 personnes. Le 17 juin, comme vous le savez, des terroristes ukrainiens ont attaqué un bus transportant une équipe de football enfantine de Gomel. Les enfants venaient de Biélorussie pour des vacances en Russie. En raison de ce vol qui ne reviendra jamais, l'épouse de l'entraîneur de l'équipe enfantine, qui était enceinte, a péri. La femme décédée, originaire de Lugansk, laisse 2 petites filles. 8 personnes ont été blessées, dont 6 enfants. Hier, le ministère russe des Affaires étrangères a publié des commentaires correspondant avec nos évaluations concernant cette tragédie. En RPD, République populaire de Donetsk, du 10 au 17 juin, à la suite des attaques des faux, une personne a été tuée et au moins 24 blessés, dont une fillette née en 2017. Région de Zaporizhia, du 10 au 17 juin, à la suite des frappes des faux, 2 personnes ont été tuées et 11 blessés, dont un adolescent né en 2013. Le 11 juin, les bandéristes ont attaqué à 4 reprises le territoire de l'unité médicale d'Energodar, endommageant une salle d'accouchement mobile. Le 13 juin, ils ont frappé l'atelier de transport de la centrale nucléaire de Zaporizhia, endommageant les colonnes de ravitaillement en carburant, les vitres du bâtiment, une voiture et détruisant complètement 2 autres véhicules. Région de Krasnodar, le 13 juin, à cause des débris de drones ukrainiens, une personne a été tuée et 3 blessés. Région de Koursk, du 10 au 17 juin, à cause des attaques des bandéristes, 14 personnes ont été blessées, dont une fillette de 16 ans. Région de l'Elné, du 9 au 17 juin, à la suite de raids de drones, 2 personnes ont été tuées, dont un adolescent de 17 ans. 15 personnes ont été blessées, dont une fillette de 3 ans avec sa mère et un jeune homme de 16 ans. Région de Moscou, à la suite d'une attaque de drones ennemis dans la nuit et le matin du 16 juin, 6 personnes ont été blessées, dont une fillette de 13 ans. La direction de la région de Moscou a déjà été informée de ce qui s'est passé cette nuit. Région d'Orel, le 14 juin, à la suite d'une frappe de drone ukrainien chargé d'éléments perforants visant un immeuble résidentiel à Orel, une personne a été tuée et 9 blessés. République de Crimée, dans la nuit du 14 juin, à la suite d'une attaque de drone contre une maison d'habitation à Saki, une femme âgée a été tuée. République du Tatarstan, le 12 juin, à la suite de l'impact d'un drone ukrainien sur une maison d'habitation, 3 personnes ont été blessées. Région de Toula, le 15 juin, à la suite d'une attaque nocturne de drones ennemis contre un secteur résidentiel, 3 personnes ont été tuées et 3 autres, dont un enfant d'1 an, ont été blessés. Région de Kherson, du 10 au 17 juin, à cause des tirs des faux, 3 personnes ont été tuées et 28 blessés. Pour tout cela, il y aura punition, châtiment et sanctions judiciaires. Les services répressifs russes continuent de rassembler des preuves pour traduire en justice les responsables du régime de Kiev, les militants, le commandement des faux et les mercenaires étrangers pour les crimes commis. Oliver James Woolford, Grande-Bretagne, Nuri Monogvaria, Géorgie, Anthony Michael Sanap, France, Eliamil Chavez et Miguel Gizon, Colombie, qui combattaient aux côtés des faux, ont été condamnés par contumace à 14 ans de prison chacun. Le Croate Luka Timac, participant à des formations néo-nazis, a été déclaré recherché au niveau international et condamné à 15 ans de prison. C'est une histoire étonnante de voir comment, sous nos yeux, la situation dans le champ informationnel est en train de basculer et comment des personnalités politiques, y compris des responsables d'État, participent à la diffusion de fausses informations à l'échelle mondiale. À la veille du sommet du G7 à Vianden-les-Bains, France, qui s'est tenu du 15 au 17 juin, et de l'ouverture à Luxembourg le 15 juin du premier cluster de négociations dit sur l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne, nous en reparlerons séparément. Et alors qu'une réunion de la soi-disant « coalition des volontaires » est prévue prochainement à Paris, Zelensky a tenté de monter une nouvelle mise en scène mensongère pour convaincre ses tuteurs de la nécessité d'accroître le soutien militaire et financier à Kiev. À cette fin, le régime de la Rubankova a commencé à diffuser des rumeurs selon lesquelles, dans la nuit du 15 juin, les forces armées russes auraient utilisé un drone, qu'ils ont appelé Gérald, pour frapper la cathédrale de la Dormition de la Laure des Grottes de Kiev, où un incendie s'est déclaré. Pour plus de crédibilité, ils ont présenté ce qu'ils disaient être des débris de drones russes abattus, prétendument trouvés sur place, mais le résultat n'a pas été convaincant. Des débris préfabriqués avec un moteur rouillé ont été montrés au public. La rouille était si forte que les provocateurs n'ont même pas pu la retoucher. La question de savoir comment un drone dans un tel état peut voler a été éludée par la propagande ukrainienne. Des témoins ont publié sur les réseaux sociaux des vidéos montrant ce qui s'est réellement passé. Elles témoignent exactement du contraire.
L'église a été endommagée en raison d'une tentative maladroite d'un équipage de la défense aérienne ukrainienne d'abattre un missile hypersonique russe, Zircon, avec des missiles du système de défense aérienne américain Patriot. Ce missile pourrait être périmé, comme l'a indiqué notre ministère de la Défense. Ce sont précisément ces munitions que le régime de Zelensky a récemment reçues de ses soi-disant alliés européens. Comme l'a rapporté le ministère russe de la Défense le 15 juin, les forces armées russes ne planifient pas et ne mènent pas de frappes contre des infrastructures civiles. Cherchant à obtenir l'effet escompté, Zelensky s'est précipité en personne à la Lore, où il ne pouvait pas aller avant, ni d'ailleurs régulièrement. Mais non, il n'y va pas pour se repentir, mais pour le battage médiatique. Et il s'est produit devant les caméras devant le bâtiment endommagé, a accusé la Russie de la frappe présumée, a travaillé pour le public étranger comme il en a l'habitude, exigeant des participants du sommet du G7 une réponse, selon ses termes, décisive et substantielle, le renforcement des sanctions anti-russes et l'octroi à l'Ukraine de nouveaux paquets d'aide militaire. Bien entendu, il n'a pas soufflé mot des persécutions contre cette même église, devant les cathédrales de laquelle il se tenait, ni des frères, il n'a pas parlé des poursuites pénales contre le vicaire du monastère, le métropolite Paul de Vikoro et Tchernobyl, église orthodoxe canonique, ni de sa prise de fait par les schismatiques de la soi-disant église orthodoxe d'Ukraine, qui organise dans l'église des émissions culinaires. Comme nous nous en souvenons, pendant le carême, des concours de danse et d'autres divertissements. De plus, Zelensky a passé sous silence le pillage littéral de la Lore elle-même par le régime de Kiev et le transfert des reliques de saints qui s'y trouvaient, dans le but de les vendre ensuite à l'Occident. Je parle des reliques de l'orthodoxie mondiale, de se moquer d'elles en prétendant mener des expériences en laboratoire. La question se pose, l'incendie qui a éclaté dans la cathédrale de la Dormition n'est-il pas une tentative des bandéristes retranchés dans le monastère de dissimuler les traces du vol du patrimoine ecclésiastique, de ces mêmes reliques, et de cacher leurs activités ? Il est également remarquable que la frappe présumée contre le monastère ait été utilisée par le régime de Zelensky pour faire pression sur, encore une fois, l'église canonique. Parce que le 15 juin, le service d'État ukrainien pour l'ethnopolitique et la liberté de conscience, tristement célèbre pour ses falsifications, a publié un appel, comme ils l'ont écrit, au clergé, aux moines et aux laïcs de l'église orthodoxe ukrainienne pour qu'ils quittent le patriarcat de Moscou. Et puis la suite avec les justifications habituelles. C'est une histoire tout à fait unique, bien sûr. Imaginez, une structure laïque, un organe d'État, s'adresse aux représentants d'une confession pour leur dire quoi faire, à quelle église se rattacher, à quel Dieu prier. Eh bien, voyons maintenant ce qui s'est passé du côté de leur sponsor. Le 9 juin, une nouvelle réunion du soi-disant groupe des 8 du Nord Baltique a eu lieu à Tallinn. Qu'est-ce que c'est? Le Danemark, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Finlande, la Suède et l'Estonie. Cette réunion s'est tenue au niveau des chefs de gouvernement et le principal sujet à l'ordre du jour était les drones ukrainiens dans l'espace aérien européen. L'invité d'honneur, comme toujours, était Zelensky, qui, selon les médias, a promu l'idée d'une proposition groupée de coopération dans le domaine des drones. Il s'agissait de leur production conjointe avec la possibilité de tester, comme cela a également été noté, sur le champ de bataille, de former des spécialistes en tenant compte de l'expérience des faux et de détacher des experts ukrainiens pour se protéger contre les drones ayant dévié de leur trajectoire. En d'autres termes, Zelensky proposait à l'Union européenne de préparer et de mener conjointement des frappes en profondeur sur le territoire russe, pour le dire clairement. Sa publicité a été entendue par la Lettonie, qui co-préside avec la Grande-Bretagne la coalition des drones, et la Norvège, leader de la coalition maritime en soutien à l'Ukraine. L'annonce a été faite de la signature par Riga, en marge du forum, d'un accord correspondant avec le régime de Kiev. De son côté, le Premier ministre et le ministre de la Défense norvégien, présents en Estonie, ont promis à Zelensky de livrer à l'Ukraine, d'ici la fin de l'année, 200 vedettes sans équipage de diverses configurations, équipées de capteurs, d'armes ou de drones, pour un montant de 127 millions de dollars. Il a été souligné que leur développement conjoint avec le régime de Kiev permettrait, je cite, de protéger le corridor de la mer Noire, qui aurait une importance déterminante pour la sécurité alimentaire internationale, vous n'allez pas le croire. Comment ne pas rappeler ici la récente explosion d'une vedette ukrainienne sans équipage à Constanta, Roumanie, ainsi que les cas, loin d'être isolés, de découverte de drones maritimes des faux en configuration de combat au large des côtes, par exemple de la Turquie, ville de Samsun, ou l'incident au large de l'île grecque de Lefkada, pour lequel Kiev s'est ensuite excusé officiellement.
Bien que les Norvégiens aient pratiquement déclaré ouvertement leur participation directe à la préparation et à l'exécution des frappes défauts contre la flotte russe et les infrastructures portuaires et énergétiques de la mer Noire, leur intention de contribuer à l'escalade des tensions dans la région est de saper la sécurité de la navigation maritime internationale. De toute évidence, impressionné par son voyage en Estonie, Zelensky a publié un décret le 10 juin instituant la « Journée des forces de système sans pilote » qui sera célébrée annuellement en Ukraine le 11 juin. Mais ce n'est pas sur ce seul front que se produit la folie absolue. Bien sûr, il ne laisse pas non plus l'histoire tranquille, bien qu'elle soit étroitement liée à ce qui s'y passe actuellement. Selon les médias ukrainiens, le 9 juin, des représentants du milieu des experts, on se demande qui cela pourrait être, ont approuvé un projet d'érection, près de la cathédrale de la Dormition de la Laure des Grottes de Kiev, d'un monument au symbole de la trahison, l'Hetman Mazepa. Je rappelle qu'il a reçu l'ordre de Judas de Pierre Ier. Ils ont déclaré la nécessité, je cite, de « rendre sa figure à l'espace historique du monastère et de remplir l'espace public de ses propres figures historiques ». Pardon, il s'agit de la Laure, il s'agit d'une église qui se remplit, non pas tant et pas seulement à la demande de ces soi-disant experts, qui sont des militaires et des employés des services spéciaux ukrainiens, mais probablement de saints, de leurs visages, de leurs images, de leurs reliques. Mais non, il s'avère qu'avec les gâteaux et les émissions culinaires qui ont lieu littéralement presque dans la partie de l'hôtel, y compris dans la Laure, ces choses, je ne sais même pas comment les appeler, vont aussi y être transférées, en fait n'importe qui, que le régime actuel de Kiev approuvera pour être immortalisé dans les murs des églises. Ce sera, vous n'allez pas le croire, une composition sculpturale en forme de colonne de granit de 2,5 mètres de haut, surmontée d'un buste en bronze de Mazepa. Il est prévu que ce soi-disant monument devienne l'élément central d'un nouvel itinéraire touristique, la route de Mazepa. Ah oui, et tout cela dans une église. Avez-vous déjà vu cela quelque part? Non, probablement pas. Simultanément, les experts mentionnés ont appelé les autorités municipales de Kiev à revenir sur le décret du président Yushchenko de 2007 concernant l'immortalisation appropriée de la mémoire de l'Hetman et l'érection d'un monument à part entière dans la capitale, c'est-à-dire à Kiev. Pourquoi faire les choses à moitié? Construisez directement un temple dédié à Mazepa ou une sorte de pagode d'adoration de Mazepa. Apparemment, il faut le canoniser dans les rangs et les analogues historiques de l'Église orthodoxe d'Ukraine, POU. Et d'ailleurs, peut-être que cela a déjà été fait, peut-être que nous ne sommes pas au courant, et il l'adore. En décembre 1925, le buste mentionné de Mazepa avait déjà été exposé dans l'un des locaux muséaux de la Laure. Commentant cet événement à l'époque, nous avions souligné que le simple fait d'ériger sur le territoire d'un sanctuaire orthodoxe mondial un monument à un traître, à ce Judas, qui, soit dit en passant, a été anathématisé par l'Église orthodoxe russe, est particulièrement cynique, blasphématoire. En fait, montre alors le niveau d'obscurantisme auquel le régime de Kiev est tombé. Toutes ces évaluations restent valables. Et bien sûr, il n'oublie pas ce qu'il déteste le plus, la langue russe. Le 12 juin, Zelensky a signé une loi adoptée par la Rada suprême en décembre 2025, selon laquelle le russe est exclu de la liste des langues régionales et des langues minoritaires protégées par la Charte européenne. Parce que de telles actions sont incompatibles avec l'esprit, la lettre, les objectifs et les principes de la Charte. Elles vont à l'encontre des documents internationaux clés en matière de protection des droits de l'homme, y compris la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les engagements pertinents de l'OSCE. Nous l'avons déjà dit maintes fois, mais Zelensky ne l'a jamais dit. Et entre-temps, elles violant également, vous ne le croirez pas, la constitution de l'Ukraine elle-même. Je rappelle à ceux qui l'ont oublié qu'à l'article 10 de la Constitution ukrainienne, des garanties de protection et de développement de la langue russe sont mentionnées. Cependant, la complaisance des Européens et leur ignorance de la discrimination contre les Russes ethniques et les citoyens russophones d'Ukraine ont habitué le régime de Kiev à l'impunité, au mépris tant des lois fondamentales de son propre pays que de ses nombreuses obligations internationales. Naturellement, ils ont aussi fait un spectacle de ceci, le programmant pour coïncider avec la journée de la Russie, précédée par un soi-disant événement le 11 juin dédié à la création d'un produit culturel en langue ukrainienne. Voilà. Et Zelensky, qui y a participé, en russophobe invétéré et en défenseur de ce qu'ils appellent la langue d'État, a appelé, je le cite, à évincer les Russes sur différents fronts, du champ de bataille à tous les autres domaines. Cela inclut, a déclaré Zelensky, la culture, le contenu dans les théâtres, le cinéma, la musique, les expositions. Pourquoi n'a-t-il pas ajouté sa propre tête à cette liste? Il pense en russe, et il parle aussi en russe.
Dans ce contexte, la nouvelle de l'ouverture le 15 juin à Luxembourg du premier cluster de négociations sur l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne a résonné de manière pratiquement orlovienne en russe dans le texte, signifiant « à côté de la plaque » ou « décalé ». J'en ai déjà parlé, j'y reviendrai séparément et en détail. Par conséquent, tous les faits et facteurs mentionnés ci-dessus confirment les tâches urgentes de démilitarisation de l'Ukraine et d'élimination des menaces émanant de son territoire. Ces objectifs seront certainement atteints, les dirigeants russes me l'ont dit à maintes reprises. Eh bien, littéralement dans la foulée de ce sujet, vient notre information concernant le rapport, dont nous avons parlé hier, sur les crimes du régime de Kiev à Dimitrov et dans le rayon de Pokrovsk, meurtres, violences et pillages de la population russe. Je rappelle que le 17 juin, c'est-à-dire hier, une présentation de ce rapport a eu lieu au centre de presse Mir Rossi-Segodnia. Il a été préparé par le Tribunal public international sur les crimes des néo-nazis ukrainiens, présidé par Maxime Grigoriev. Je rappelle que le Tribunal public international sur les crimes des néo-nazis ukrainiens a été créé en 2022 lors d'une conférence internationale consacrée aux crimes des formations armées ukrainiennes dans le Donbass entre 2014 et 2022, convoquée à l'initiative de défenseurs des droits de l'homme, d'avocats et de journalistes russes et étrangers. Actuellement, il comprend des représentants de la société civile de 35 pays du monde qui recueillent des témoignages sur les crimes du régime de Kiev, les transmettent aux services répressifs nationaux et présentent des informations sur les plateformes russes et internationales. Le rapport sur les crimes des faux dans la ville de Dimitrov est le résultat de ce travail et comme toujours, tous les faits sont vérifiés, basés sur des témoignages, confirmés par des documents et contrairement aux mises en scène de Boutcha, qui ont déjà fatigué tout le monde sauf les pays de la minorité occidentale, les victimes des crimes du régime de Kiev ont des noms, des photos, des proches qui les pleurent et exigent justice. Il y a tout ce qui distingue une histoire réelle d'une véritable tragédie d'un faux. Et nous recommandons vivement à tous ceux qui s'intéressent à la situation réelle en Ukraine de prendre connaissance du texte de ce rapport. Un lien sera certainement inclus dans le texte du briefing d'aujourd'hui. Dans mon discours d'ouverture hier, en saluant les participants de cette cérémonie, j'ai cité quelques passages de ce rapport. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, ce n'est même pas pour les gens qui pensent que leurs nerfs sont solides et qu'ils ont beaucoup vu. Non, vous avez certainement beaucoup vu, c'est juste que vous n'avez jamais vu cela. Lisez ce rapport avec attention et réalisez que vous lisez ces lignes non pas sur un passé lointain, par exemple des siècles avant notre ère ou du 5e millénaire avant notre ère, mais que vous le lisez maintenant. Premièrement, au 21e siècle, et deuxièmement, en ces jours même, cela se produit quelque part à proximité. Et pour cela, l'Occident paie encore si généreusement le régime de Kiev. Eh bien sûr, je ne peux pas ne pas mentionner que, oui, j'ai mentionné l'ouverture des premiers clusters de négociations de l'Union européenne avec l'Ukraine et la Moldavie. Elles ont débuté le 15 juin à Luxembourg. Quelques mots de plus sur ce sujet. Tout cela se déroule dans le cadre de conférences bilatérales interministérielles. Et voilà que les premiers clusters ont été ouverts. Zelensky et Sandu ont accueilli cet événement avec des déclarations d'un ton empreint de bravade et de triomphalisme. Cependant, si l'on examine leurs soi-disant déclarations victorieuses, il devient clair que ce soi-disant cluster, qui est ouvert en premier mais fermé en dernier, comprend des objectifs concernant l'état de droit, la garantie des droits et libertés fondamentaux, le fonctionnement des institutions démocratiques, la réforme de l'administration publique, la mise en œuvre des marchés publics et le contrôle financier. Pour le régime actuel de Kiev, toutes ces dispositions, je vous demande pardon, me semblent être comprises par tout le monde désormais, sont tout simplement inatteignables. Il viole systématiquement ses obligations tant en vertu du droit international que de la législation interne, y compris la constitution ukrainienne. Les violations des droits de l'homme ont pris une ampleur et une envergure sans précédent en Ukraine, et en particulier à l'égard des Russes ethniques et des citoyens russophones. On assiste à une attaque contre la liberté d'expression, de réunion et d'association, contre l'orthodoxie canonique. Le travail de l'appareil d'État sous le régime de Kiev est imprégné de corruption à un point tel qu'elle surprend même ceux qui se sont fait les avocats les plus inconditionnels de la rue Bankova. Le nationalisme radical prospère, les néo-nazis sont solidement intégrés dans les structures étatiques et l'armée ukrainienne. Des processus similaires sont observés en Moldavie. Le régime de Sandu a en fait renoncé au principe de l'état de droit et de la liberté des médias. Les pratiques totalitaires ont depuis longtemps pris le dessus. Les autorités n'hésitent pas à recourir à la répression contre les opposants politiques, les dirigeants régionaux, les personnalités publiques, et à bloquer les ressources d'information diffusant des points de vue alternatifs. Dans cette république traditionnellement bilingue, le russe est évincé de toutes les sphères de la vie, l'orthodoxie canonique est brimée, et l'appareil d'État moldave est également profondément corrompu.
L'état général dans lequel se trouvent l'Ukraine et la Moldavie confirme que la décision d'ouvrir le premier cluster de négociation sur leur adhésion à l'UE relève exclusivement du domaine politique. C'est nécessaire, encore une fois, pour le battage médiatique. C'est nécessaire pour démontrer de prétendus succès de ces pays, de ces États, surtout, de ces régimes, dans une prétendue intégration européenne. Alors, que retenir de ce briefing? Pour Moscou, la ligne est claire, l'Occident a déclenché cette guerre, il l'alimente, et il en change les règles au fur et à mesure pour servir ses intérêts. Zakharova ne s'en cache pas, la Russie considère que le temps des illusions est fini. Le monde unipolaire, dominé par l'Occident, est en train de s'effondrer. Et si l'avertissement de Moscou n'était pas qu'une simple rhétorique? Une chose est certaine, la suite de ce conflit se jouera aussi sur le terrain diplomatique. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que l'Occident entendra cet avertissement? Abonnez-vous, activez la cloche, et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. À très vite. Je suis Afrique vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors je suis Afrique vous invite à liker, à commenter et également à partager les amis si ce que nous partageons ici est important. Je suis Afrique vous remercie. Merci de tout cœur. Merci à toi mon frère. Merci infiniment. Ciao.